Bonjour tout le monde. Merci d'être rejoint à nous. Aujourd'hui, nous allons faire un live spécial Mois de la femme. Nous avons notre invitée, Madame Anushka Tuluka, et moi-même, Lisa. Ok, Nous allons discuter sur plusieurs topics. Et sans plus tarder, comme nous sommes un peu en retard, on va commencer. Bonjour Anushka. bonjour Lisa, comment ça va? Je suis un peu caméra shy, hein? Pas habituée à faire ce genre de choses, les lives et tout. Je suis pas trop influenceuse et tout. Mais c'est un plaisir de rejoindre ton réseau de mentorat pour discuter aujourd'hui. Oui, oui, je vais bien. Je pense pas que je suis influenceuse non plus. Il y a, les gens qui me suivent vont savoir, c'est nos premiers lives, donc on a un peu quelques hits du live. Mais ça, c'est le troisième live que moi j'ai jamais fait. Donc voilà, on apprend, comme on y va. Et aujourd'hui, nous avons un thème spécial qui est pour le mois de la femme. Ce que nous voulons faire, c'est parler des femmes congolaises, ce que nous faisons dans notre activité day-to-day, ce que signifie le mois de la femme, ce que signifie le jour pour le droit de la femme et comment ça impacte où nous vivons. C'est quoi notre perspective sur le sujet que touche ce domaine dans les villes où nous vivons. Et sans plus tarder, je vais demander à Anushka de s'introduire. Ok, d'accord. En tout cas, merci pour la parole, Lisa. Moi, c'est Anushka Tuluka. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, je suis congolaise, je vis pour le moment à Kinshasa. Je travaille en tant que conseiller technique à la présidence pour le moment. Et ensuite, j'ai un background de juriste, de lawyer juriste, parce que j'ai étudié à l'université protestante au Congo. Après, je suis allée faire la maîtrise en International Business and the Law à l'université au Japon. Ensuite, je suis revenue travailler ici au ministère des Finances, notamment dans les différents projets financés par la Banque mondiale et l'Union européenne. Ensuite, je suis repartie pour une seconde formation, plutôt cette fois-ci dans le field de Economic Development and Management. Et ensuite, j'ai travaillé un tout petit peu au Japon. J'ai aussi donné cours à l'université au Japon en tant que assistant professor et j'ai décidé de retourner au Congo pour, voilà, travailler. À l'époque, c'était la Covid et tout. Et donc, j'ai eu l'opportunité de trouver un emploi au sein de la présidence en tant que conseiller technique. Voilà un peu roughly ce que moi je fais, mais euh, ce serait aussi bien que tu t'introduises aussi, qu'on puisse savoir aussi ton background. On sait que tu es Lisa, Lisa Ileka, mais c'est quoi ton background et qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à ton public pour qu'on puisse, ensemble, on puisse apprendre à te connaître? Ok, moi, je suis aussi congolaise. Je suis originaire de Kinshasa comme toi. J'ai passé mon enfance jusqu'à 17 ans à Kinshasa. J'ai grandi à New York où j'ai eu je suis architecte de formation. J'ai fait l'école d'architecture à New York. J'ai travaillé là-bas pendant au moins 10 ans, en commençant dans une compagnie qui était consultante pour la ville de New York. On construisait des écoles. Et puis après ça, je suis allée plus dans le privé, dans le monde commercial, les high-end residential, donc les maisons luxueuses, si je peux traduire ça comme ça. Et après, en 2017, j'ai aménagé au Canada. J'ai continué un peu la même filière jusqu'à ce que l'année passée, je suis entrée au gouvernement du Canada, euh, au Sénat, au Parlement ici, où je travaille en tant que conseillère principale en matière de construction. Donc, je vois qu'on a deux voix un peu, Ouais, on est allé, voilà. mais on On est travaille plutôt presque dans le conseiller même filière. technique, mais toi tu es architecte et moi je suis plutôt dans tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est voilà donc. Mais voilà, c'est un très beau parcours, hein, Elisa. C'est une bonne Merci, chose. merci. Je voulais te demander, c'est pas tous les jours qu'on entend une Congolaise qui a étudié au Japon. Pourquoi, pourquoi tu as choisi d'étudier au Japon?
Bon, écoute, c'est une question qui revient souvent quand les gens voilà, me posent la question pourquoi le Japon. Mais moi, je leur dis simplement parce que j'ai obtenu une bourse. Tu sais, à l'époque, quand on est au Congo, les destinations traditionnelles pour les études, c'est la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada, à cause de la langue et tout. Et c'est moi le Japon. À l'époque, moi, je voulais étudier dans les pays comme la Belgique, la France, mais je n'avais pas pu trouver une bourse. Et donc, c'était assez compliqué à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, comme tous ces gens me ferment la porte, bon, je vais aller tenter au Japon. Et donc, Mhm. j'ai fait les tests d'anglais, j'ai fait des tests, des interviews, et ça a bien matché, quoi. Et je me suis dit que c'est une opportunité. À l'époque, je ne voyais pas forcément, voilà, je n'envisageais pas le Japon, mais c'était une opportunité qui s'était offerte à moi et je dis pourquoi pas saisir cette opportunité. Donc voilà un tout petit peu. C'était parce que les autres portes étaient fermées. Les Oui. portes qui s'ouvraient pour les autres, c'était fermé pour moi. Et donc il y avait que la seule porte du Japon qui était là et je me suis dit, OK, on y va. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mais je voulais te Et demander comment tu t'es adapté, parce que notre langue et le japonais, ça s'écrit pas de la même façon, hein. C'est un tout à peu, fait. c'est très différent. Comment tu as fait pour t'adapter? Ben déjà, ce qui était bien à l'époque, c'était que mon programme, il était entièrement en anglais. Donc ça a facilité les choses. Par contre, j'avais pris 6 mois de japonais intensif parce que dans ce genre de programme, vous avez des programmes internationaux, mais quand vous sortez de l'université, vous devez interagir avec les Japonais. Tout le monde parle japonais. Et donc, vous savez, comme on dit, l'adage qui dit l'homme se découvre quand il se mesure la difficulté. Ben, c'était en fait, voilà, le souci enfin, cet instinct de survie et de pouvoir thrive dans un environnement comme ça qui a fait que, écoutez, on devait s'adapter. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué parce que j'étais aussi self-conscious parce que, vous savez, la Mhm. société japonaise, c'est une société homogène. Les gens se ressemblent et tout. Et donc, c'était pas toujours facile de l'être un peu comme le petit canard, le petit vilain canard ou le petit, voilà quoi. On était vraiment différents. Mais au-delà de ça, ça a été un effort, surtout avec les amis qu'on avait ensemble, ça a été plus facile et on essayait de s'adapter. Donc, je pense que, on va dire, pour résumer, c'est plus la nécessité. On est face à une situation et il faut y aller. On n'a pas le choix. Mhm. On t'entend plus. Est-ce que tu Et m'entends? surtout, Ah, ok. oui, On, est-ce que on tu a perdu m'entends? la dernière phrase. Oui, 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 oui. Maintenant, je t'entends. Ouais. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et sinon, en ce qui te concerne, qu'est-ce qui t'a amené à New York? New York, je dis toujours, c'était vraiment pas mon choix. Je voulais Ok, aller ouais. étudier en, en France pour faire l'architecture en Ok. France. New York, c'était bon les choix de mes parents et mon oncle au fait. On est venu à New York, je ne savais vraiment pas les détails de New York. J'avais 17 ans, je faisais pas attention à beaucoup de choses. J'étais trop jeune, je faisais pas attention à beaucoup de choses. Mais je suis arrivée à New York, on m'a dit que oh tu vas aller à New York pour les congés de Noël. Et puis quand l'école Mhm. commence en France, je vais aller en France. Parce que je me rappelle toute l'école que j'avais choisie, mais j'avais déjà choisi une école. Je me voyais déjà, tu vois, quand tu t'envisages déjà où tu veux aller, tu vois. Tout à Et fait. je suis arrivée là-bas et mon oncle m'a un peu expliqué que je ne vais pas partir, je vais rester et tout ça. Au début, c'était, tu vois, quand c'est pas ton choix, au début, c'est difficile d'accepter, mais tu es dit, bon, je suis Mhm. là, je vais aller à l'école. Commençant le New York, c'était un peu difficile parce que je suis venue, malgré que je comprenais l'anglais, c'est que, quand- malgré que je comprenais l'anglais, je parlais pas comme les Américains, tu vois. Tout à Les fait. Américains, ils parlent, des fois, on se comprend pas et des choses comme ça. Et j'ai dû faire le cours d'anglais un peu accéléré pour écrire et écouter. Des fois, c'était pas si difficile que ça, mais commencer l'université, tout en anglais, c'était Mhm. difficile. Mhm. Mais ma Mhm. première année, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile.
Mais j'ai eu beaucoup d'aide avec mes professeurs, les amis. Il y avait les groupes des étudiants africains du monde entier là. Ma première amie était camerounaise anglophone. Donc, j'avais pas le choix. Elle parlait français, mais elle voulait tellement que je parle anglais. Donc, c'était anglais. Mais c'était vraiment ça. Je dis que New York, c'était une bénédiction pour la personne que je suis devenue aujourd'hui. Que des fois, c'est pas toujours nos choix qui sont les meilleurs. Dieu est toujours en contrôle, you know. Oui, Et tout à fait. Ouais, je c'est, pense que c'est la même chose aussi, hein. Tu sais, une Congolaise qui atterrissait à l'époque, c'était l'aéroport de Haneda à Tokyo. Voilà, c'était pas ce que j'avais envisagé. Jamais pensé que j'allais aller au Japon, mais ça, c'était devenu après ma plus belle expérience. Donc, c'est toujours un peu comme ça. Nous, on a notre plan, on a notre façon de voir les choses, mais Dieu, il a meilleur en stock pour nous, quoi. Donc, c'est ça un peu. oui. C'est, tu as dit que tu as étudié, tu es juriste, c'est ça que tu as étudié. Et Ouais. après, tu es allé dans le business administration et puis le project Economic management. Development and Management. Yeah. Mais comment est-ce que tu as, like, why the shift? Well. En fait, c'était. Ok, tu sais, tu sais, quand on grandit, on a l'école primaire, il y a toujours ces professeurs qui viennent raconter à vos parents: ah non, votre fille, elle est bien, elle ferait bien une bonne juriste, elle ferait un bon. Voilà quoi, elle devrait aller à la section littéraire, elle devrait faire le droit et tout. Et évidemment, moi, c'était un peu une voie toute tracée parce que je faisais des bonnes notes en français et tout ça, en latin et tout. Et c'était comme si des gens avaient décidé à ma place. Et je m'étais retrouvée dans la classe de droit. Et évidemment, quand on est dans la classe de droit, il faut être meilleur et tout. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Donc, les juristes, ce sont des gens très intelligents, qui savent argumenter et tout. Mais il s'est avéré que quand j'ai fini mes études, j'ai emprunté plutôt des projets financés par la Banque mondiale, des projets financés par l'Union européenne, avec tout ce qui était gouvernance économique, modernisation des finances publiques et tout. Donc, en fait, ce que je faisais au boulot, c'était différent de ce que j'avais étudié. Évidemment, le droit, c'est un juriste, à la base, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui peut faire PR, qui peut défendre, qui peut faire le marketing, qui peut. Voilà. Donc, un juriste, à la base, très polyvalent. Il peut être auditeur parce que, voilà, il peut être comptable parce que, voilà. Et donc, du coup, le travail que je faisais était plus en rapport avec tout ce qui est administration publique, tout ce qui est gouvernance économique et tout ça. Et à l'époque, on était recruté par l'ancien Premier ministre, M. Matata Ponyo, qui était beaucoup dans tout ce qui est cadre macroéconomique. Et je me suis dit, écoute, pour que je puisse me frayer un chemin par ici, il faut que je comprenne un peu de quoi est fait l'économie du pays. Il faut que je comprenne la micro, la macro, les finances publiques, le project financing. Et donc, je m'étais dit, c'était quelque chose, en fait, le Economic Development Management était quelque chose qui venait, en fait, complément le droit. Parce que, De droit, vous oui. savez, en tant que juriste, vous devez faire des réformes, voilà, des réformes légales, des réformes. Mais quand vous devez les faire au niveau du pays, vous devez, par exemple, prendre des réformes, par exemple, sur le cadre macroéconomique. Mais non, là, il faut comprendre l'économie, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'assez complémentaire. Donc, c'est vraiment par rapport aux besoins de mon travail que je me suis retrouvée dans Economic Development and Management. Après, ça ne s'exclut pas. C'est vraiment complémentaire. C'est un peu comme Et, la formation en tant qu'architecte. C'est, oui, c'est, d'une part, c'est linéaire parce qu'on a trait aux établissements comme aux immeubles. Mais d'une autre part, les formations, c'est tellement polyvalent. Ce qu'on fait à part les concepts, design et tout ça, c'est vraiment aussi la gestion de projet. Pour tout à moi, un fait. architecte, c'est tellement facile d'être un peu, comment dire, un peu polyvalent parce que même moi, là, je fais un peu du graphic design, il y a beaucoup, je connais des gens qui sont architectes de formation, qui font je connais une fille d'ailleurs, elle fait comme les cartes d'anniversaire, les cartes, tu vois, les cartes qu'on achète à Hallmark, par exemple.
pour les anniversaires, les cartes de Noël. C'est ce qu'elle fait. Elle est architecte, mais c'est ce qu'elle fait aussi. Tu vois? Il y a tellement parce que c'est comme l'étude nous ouvre l'esprit que tu peux aller penser d'autres choses. Non, on fait le design, on fait le dessin. Il y a beaucoup d'architectes qui sont très, très artistiques. Il y a d'autres qui sont très, très techniques et d'autres qui se donnent au project management, d'autres qui se vont même dans l'industrie du film, par exemple, pour faire le background design et tout ça là. Donc, c'est une profession, je vois vraiment les similarités. La profession est vraiment très, très polyvalente. So, je voulais te demander comment c'était enseigné au Japon. Est-ce que tu enseignes en anglais ou Oui, en fait, j'enseignais en anglais avec des fois des explications en japonais. À l'époque, j'étais en train d'étudier le japonais pour faire avancer mon niveau de japonais au niveau avancé. Parce que mon niveau de japonais, il est upper intermediate. Donc, je parle à niveau upper intermediate. Mais je voulais avoir le niveau avancé. Donc, il fallait étudier le japonais. Mais entre-temps, évidemment, tu étudies le japonais, mais il fallait aussi travailler. Et donc, l'opportunité qui était arrivée, c'était que voilà, j'ai trouvé un emploi pour donner cours de Global English. C'est en fait un cross-cultural talk. Donc, j'ai expliqué un peu le Congo et je faisais des comparaisons avec le Japon en essayant de pouvoir garder l'esprit d'apprendre l'anglais à des étudiants de deuxième année de l'université. Pour moi, c'était une belle opportunité. C'est vrai que pendant une année académique, j'ai travaillé en tant que professeur à l'université, mais ça a permis de pouvoir avoir de la maîtrise par rapport à l'audience quand on parle avec des gens, presentation skills, améliorer mes skills de présentation. Et ensuite aussi, voilà, public speaking. Et c'était une belle opportunité aussi de parler à ces Japonais, d'introduire un peu votre culture, parce que vous savez, beaucoup n'ont pas la possibilité d'être exposed to other cultures. Et donc, cette classe était vraiment pour l'exposition des jeunes Japonais à d'autres cultures et tout ça, pour ouvrir un peu leur mentalité et expand their horizons. Donc, c'était aussi une très belle opportunité. Mais à terme, je me dis, être enseignant, c'est ennuyant. Moi, personnellement, je trouve qu'être enseignant, c'est quelque chose de très difficile. Des fois, on ne donne pas assez de crédit aux enseignants. Tu vois, par exemple, moi, j'étais une fille, je bégayais. Quand je dis ça aux gens, les gens ne pensent pas que j'avais des problèmes de bégaiement. Et j'ai choisi une profession où tu dois te défendre. Tu dois défendre des pensées et tu dois te défendre. Et si tu bégayes, c'est compliqué, tu vois. Mais le public speaking, ça t'enlève cette peur, ça te rend confortable, tu vois. Donc, pour moi, là, des fois, on donne pas assez de crédit aux enseignants. Tu vois, il y a un enfant qui connaît rien du tout et à la fin, il sait écrire et, on doit valoriser nos enseignants. C'est pas facile. C'est pas facile. En effet, vous avez raison. Hein. Bah, je sais même pas pourquoi je te vois. Tu as raison. Parce que on est le produit de nos enseignants. Moi, je garde des souvenirs exceptionnels d'un enseignant qui m'a enseigné en première primaire et en troisième primaire. C'est un travail qu'ils font vraiment qui est très bien parce que ils façonnent des personnalités, ils façonnent des gens, ils ouvrent le monde, ils donnent une ouverture au monde. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire quand je donnais cours, c'est de pouvoir donner, ouvrir les mentalités, ouvrir les gens, ouvrir leur perception et tout. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, parlons un peu du retour au Congo. Comment c'était quitter le Japon? Le Japon, déjà, c'est très différent du Congo. Et retourner au Congo. Comment c'était l'intégration dans le milieu de travail? Est-ce que c'était facile? C'était difficile? Est-ce que tu avais eu quand je vais au Congo, des fois, je sais que c'est mon pays, mais des fois, je me sens comme étrangère dans mon propre pays. Est-ce que tu as eu ce genre de feeling?
En fait, oui, évidemment, j'avais eu ce genre de feeling. Tu sais, comme on dit qu'on arrive au Japon, c'est le culture shock, OK? That's what you experience too when you went to the US. Oui. On expérimente d'abord le choc culturel. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand vous revenez dans votre pays, vous êtes déjà habitué à un environnement comme le Japon pendant plusieurs années. Ce que tu expériences, c'est un reverse culture shock. Parce que tu t'es tellement bien mis dans cette culture, tu as assimilé leur manière de faire des choses et tout, et tu reviens dans notre pays, c'est le choc culturel, mais reverse. Et donc ça, je l'avais vraiment expérimenté, évidemment. Mais ce qui était facile par rapport à l'intégration du travail à l'époque, pour moi, j'avais demandé une mise en disponibilité. Mm. Donc, ce qui fait que l'intégration au niveau professionnel était un peu facilitée. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile de retourner au pays, surtout après plusieurs années d'absence et revenir. Voilà, parce que ici, vous savez, hein, il y a beaucoup de réseautage, un network. Si vous ne maintenez pas Mhm. les ties avec le network, vous êtes un peu perdu. Et du coup, Oui. pour moi, à l'époque, la dernière fois que je suis retournée, c'était à l'époque la Covid et tout. Euh, je suis retournée parce que d'abord, c'était important d'être avec ma famille pendant cette période de Covid. Mais je pense que l'intégration a été facile parce que, voilà, du fait de mon network, il y a eu un besoin, par exemple, au niveau de la présidence pour un conseil technique. Et le network a fait que, voilà, j'ai eu des interviews et tout ça, tout ça. Évidemment, je sais que beaucoup n'ont pas souvent. Mais ce que moi, je faisais parce que j'étais on and off, tu vois, je partais, je revenais. J'ai toujours un peu gardé le ties avec le réseau, mes amis, mes anciens collègues, dans les groupes de WhatsApp, les groupes. En fait, parce que j'ai pas fait cette cassure, si Mm. je peux m'exprimer. Oui. Parce qu'il y a des gens, on connaît des gens, je sais pas c'est quoi ton cas, on pourra en parler aussi par rapport à toi, le retour hypothétique au Congo. Il y a des gens, quand ils partent, ils ont carrément coupé les ponts et ils ont fait toute une vie et tout ça. Et donc, du coup, quand ils reviennent, ils ont un peu perdu. Mais par contre, moi, j'ai toujours fait cet effort, même quand j'étais au Japon, de garder contact avec mes anciens collègues, de garder contact avec mes amis et tout, parce que aujourd'hui, et je pense que c'est pas quelque chose qui est propre au Congo. Tu pourras en parler aussi au Canada. Il y a beaucoup aussi d'opportunités qui sont seulement dans un réseau particulier. Et donc, quand vous coupez les ponts avec ce réseau, c'est aussi compliqué. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a un peu facilité ma réintégration au niveau du pays. Cet effort un peu volontaire, conscient, de garder les ties avec les amis et aussi, voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Allô, Sabine. Ah, On a un Sabine nous invité. rejoint. Oui, 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 on avait une Hello. invitée spéciale. Elle est un peu occupée, elle va fermer sa caméra. Mais Sabine et toi, pour moi, vous avez le même parcours, dans le sens que nous trois, par contre, on est sortis pour étudier. Mais la différence entre vous deux et moi, c'est que vous êtes retournés au Congo et vous travaillez au Congo. Et je voulais prendre un peu la perspective. Je sais que je vais commencer par Sabine. Est-ce que tu peux faire une introduction? Je sais que tu es occupée un peu, une petite introduction. Euh, et tu vas nous répondre quand tu peux. Oui, Tout à fait. désolée, j'aurais vraiment voulu être 100% disponible aujourd'hui, mais malheureusement, mon timing est un peu compliqué. Donc, je me présente. Donc, je suis Sabine. Je vais avoir 37 ans cette année. J'ai 2 enfants. Donc, moi, je suis née au Congo. J'ai quitté le Congo pour la France pour aller faire mes études universitaires là-bas. Donc, j'ai fait mes études universitaires. J'ai eu mon premier emploi en France. Ce qui a fait que je suis restée en gros 10 ans, quasiment, un peu plus de 10 ans en France. Et bon, ensuite, j'ai rencontré mon mari et j'ai décidé de rentrer au Congo pour m'installer et donc faire ma vie ici parce que c'était un peu difficile, lui, il habitait au Congo. Moi, j'habitais en France. Donc, il fallait que l'un de nous lâche. C'est vrai que immigrer, c'est pas facile, mais pour moi, je dirais que c'est plus facile quand tu viens de l'Europe, tu rentres, surtout si tu as un certain background,
t'as déjà de l'expérience professionnelle, que tu as eu à l'étranger, tu as des bons diplômes et que tu étais dans un secteur où qui est un peu touche à tout, tu peux toujours t'en sortir. C'est plus facile que quelqu'un qui est au Congo, qui a étudié au Congo, qui quitte le Congo pour aller essayer de faire sa vie à l'étranger. Ici, au Congo, tu étais peut-être un cadre de direction. Là-bas, tu vas te retrouver peut-être que ton premier emploi sera à un McDonald's ou un gardien. Tu le vivras super mal. Et tu seras frustré pendant tout ce temps. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais fait le choix, plutôt que de faire vivre ça à mon mari. Moi, j'ai décidé de rentrer parce que je savais que de toute façon, j'arriverais toujours à retomber sur mes pattes. Certes, on accepte de reculer un peu, on accepte de gagner moins, mais on peut toujours s'en sortir. Surtout quand l'autre a aussi déjà un travail et une bonne position. Donc, c'est comme ça que je fais ce choix-là de rentrer en 2014 à Kinshasa. C'était pas facile de trouver du travail. J'ai mis à peu près 4 mois. Tout simplement parce qu'à Kinshasa, c'est vraiment un réseau fermé. Quand vous cherchez un bon emploi, vous voulez être cadre de direction, c'est pas facile. Il faut connaître les gens. Mais bon, je suis venue, je suis allée au culot. Je postulais à plusieurs offres que je trouvais sur Internet. Je postulais au culot auprès des entreprises. Je cherchais les sites d'emploi. Donc, quand j'arrivais quand il y avait une entreprise qui m'intéressait et que je connaissais personne là-bas, je posais la question à mon mari, il regardait dans son calendrier, dans son carnet d'adresses, il me recommandait chez quelqu'un et j'allais pour déposer mon dossier, on essayait, c'est comme ça. Mais mon premier emploi, je l'ai même pas trouvé par ce chemin-là. Mon premier emploi, je l'ai trouvé en postulant sur Média Congo à une offre. On m'a appelé pour un entretien. Et pendant l'entretien, il y avait 4 personnes de 4 banques très connues à Kinshasa. Et l'une d'elles m'a posé la question, est-ce que tu as postulé à notre banque? J'ai dit oui, mais on m'a jamais répondu. Il m'a dit, écoute, ton profil m'intéresse, mais pas pour ce projet, mais pour travailler avec moi. Mais je ne suis pas prêt maintenant. Donc, je veux quand même que tu fasses tes tests à la banque. Et en attendant, je vais te recommander chez quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on m'a recommandé à la première entreprise où j'ai travaillé. Donc, je suis arrivée là-bas aussi, j'ai fait mes tests, mes entretiens. Le travail, je connais, mais j'avais un handicap, c'est le marché, je ne connaissais pas. Le marché, je ne le connaissais pas tout simplement parce que je n'ai pas évolué au Congo. Mais ils ont quand même fait ce choix-là de me faire confiance et voilà, je dois apprendre le marché, mais la matière, je la connais. Et c'est comme ça que j'ai travaillé dans cette entreprise. Je suis restée 4 ans. Dans cette entreprise, j'ai fait mes preuves, j'ai délivré, je suis montée très vite. J'ai commencé par un salaire bas, mais j'ai fini très vite haut. Parce que chaque année, je faisais mes preuves, voilà. On me changeait de position. J'ai quitté cette entreprise dans une position de directeur. J'avais commencé comme commercial. Et donc, ensuite, quand j'ai trouvé une autre offre pour l'entreprise où je travaille maintenant, Bralima, la filiale du groupe Heineken, c'est là que j'ai quitté cette entreprise. Bon, les challenges n'étaient pas les mêmes. J'étais dans une entreprise congolaise et j'ai quitté cette entreprise congolaise pour aller dans une filiale d'une multinationale où je suis maintenant et où aussi je suis cadre d'entreprise. Voilà un peu mon parcours. Oui, je veux juste ajouter à ça, parce que les challenges que tu as surélevés, c'est comme les mêmes, ça s'applique au Congo, mais pas nécessairement seulement au Congo. Moi, j'ai dû recommencer un peu, parce que j'ai quitté les États-Unis où j'ai travaillé une dizaine d'années pour immigrer au Canada. Et tu as le même challenge. Je connaissais, mes connexions à New York avaient des connexions à Ottawa. À Ottawa et à Toronto. Oui, ça m'a aidé pour des interviews et tout ça, mais c'est aussi, la dynamique. Tu appliques, la ferveur de toujours appliquer, toujours chercher, jusqu'à ce que j'ai eu, là où j'ai travaillé,
je l'ai eu parce que quelqu'un m'a envoyé un email pour me demander est-ce que tu as appliqué ici? J'ai dit non. J'applique là et c'est là que j'ai travaillé pendant presque 4 ans avant d'entrer au Sénat. Donc des fois, comme on disait avant, Anushka, des fois c'est pas toujours ce qu'on envisionne. Des fois, ça veut pas dire qu'on fait pas des efforts, mais des fois la vie n'est pas toujours linéaire. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Exactement. Et c'est vraiment ça. Parfois, tu penses que ça ira plus vite parce que quelqu'un m'a recommandé, mais au fait, non. Au fait, non. Donc, il faut vraiment pas, ça, surtout quand vous faites ce pari-là, ne vous arrêtez pas, soyez vraiment, et cette soif-là. Essayez partout, réessayez, toquez à toutes les portes. Ne négligez aucune opportunité. Même si c'est une opportunité pour faire quelque chose seul, se lancer dans l'entrepreneuriat ou même faire des formations. Ne négligez pas. Parce que certes, on rentre avec un avantage d'avoir fait des expériences à l'étranger, voilà, d'avoir des diplômes étrangers, mais le grand handicap que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas le marché. Le marché, oui. Donc, il faut vraiment, il faut développer, en anglais, on dirait le learning agility. Il faut vraiment apprendre, vouloir apprendre et ne pas lâcher. Oui, et vraiment ne pas lâcher. Si vous vous découragez, vous lâchez, vous n'arriverez pas. Moi, j'ai mis 4 mois pour trouver un emploi. C'est long, hein, 4 mois, à ne rien faire. Quand on a habitué à travailler chaque jour. Chaque jour, oui. Ouais. C'est ça. Anoushka, tu avais quelque chose à ajouter? Ouais. Bah, tu sais, Lisa, elle a fait 4 mois en revenant du Congo, de la France. Moi, je pense que mon premier emploi, c'était une année après une année de chômage, hein, de chômage plein et tout. Mais en fait, c'est exactement ça. Hein. Donc, ce qu'elle a dit par rapport au fait de ne pas lâcher, de ne pas négliger les opportunités. Vous avez parlé vous avez toutes deux parlé voilà, d'un parcours linéaire, parce que moi aussi, quand j'ai commencé à entrer dans le marché du travail, je regardais des modèles, en fait. Je regardais, le papa de tel a fait ça, le papa de tel a fait ça. Et pour moi, je me voyais déjà avec cette voie toute tracée. Mais évidemment, les choses ne se passaient pas de cette manière-là. Et jusqu'à un moment, j'ai dit, OK, just let it go, poursuivre le parcours qui était le mien, en fait. Donc, c'était un peu ce que tu disais, ce que tu pensais que ça allait être ton parcours et voilà, ta poursuite, la trajectoire. Ta trajectoire. Ce n'est pas forcément, et il faut, comme on dit, elle a parlé de learning agility, mais moi, je parle aussi de flexibilité. Donc, faire preuve de flexibilité, parce que après, comme on dit, il y a cette analogie que j'aime beaucoup. J'ai pris la route la moins empruntée et ça a fait la différence. Donc, c'était un peu ça aussi pour moi aussi, comment ça s'est passé. Je vais un peu changer de gear. Je vais lire le comment de Nadie et je vais changer de gear. Elle dit, elle ajoute seulement, oui, 4 mois, c'est quand même, la kudos to Sabine, parce que 4 mois, il y a beaucoup qui attendent longtemps. Moi, particulièrement, quitter les États-Unis, en venir au Canada, vous allez croire que c'était plus rapide. À un point, c'était plus rapide. J'ai attendu 8 mois, mais j'avais aussi des choses personnelles que se passaient en ce moment-là, mais des fois, ça prend un peu du temps. Je vais changer un peu de gear parce que nous parlons le spécial mois de la femme. Et le live aujourd'hui, c'était de vous rencontrer, vous, 2 femmes qui ont étudié comme moi à l'extérieur, qui ont retourné. Mais je voulais aussi toucher un peu à l'aspect, le mois de la femme. Que signifie pour vous la journée internationale de la femme, par exemple, le mois de la femme? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que ça doit être célébré? Je veux juste avoir vos thoughts. Et en tant que femme africaine, est-ce que on peut continuer? Est-ce qu'il y a toujours, on y est arrivé pour avoir que nos droits sont déjà là? Quels sont les challenges? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les choses comme ça? C'est ouvert à vous deux. À moi aussi, vous pouvez poser des questions, ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, Elisa, elle va commencer apparemment. C'est quoi? Elle se préparait à parler là-dessus.
Ah, vous voulez que je voulais vous poser la question, then I can answer. Parce que je peux parler, par exemple, pour le mois de la femme ici au Canada. Au Canada et Ok. à l'extérieur du Congo, au Canada et aux États-Unis, le mouvement pour se battre, je pense que ça a commencé en Europe, pour se battre pour le mois les droits des femmes. Ils ont eu Mhm, un commencement un peu avant en Afrique, mhm, donc je mhm, mets dans quelques secteurs. On a eu le droit de vote, le droit de représentation, la même représentation que les hommes. Pour nous, les femmes mhm, noires, c'est venu un peu en retard parce qu'il fallait d'abord l'émancipation de l'homme noir, de mhm, sortir de l'esclavage et être considérée comme toute personne. Et c'est mhm, là que la femme noire a eu les droits. Mais jusque-là, ici, il y a des organismes qui se battent vraiment pour ça, pour la représentation. Tu vois, ici, il y a comme ils cherchent vraiment que les femmes soient représentées dans tous les domaines. Des mhm. femmes, que vous soyez une femme d'origine canadienne, une femme africaine, une immigrante, il y a vraiment des opportunités qui s'étalent. De mon point de vue, le contraste à ce que je vois dans les réseaux sociaux avec le Congo, c'est que le journée de la femme est célébré d'une autre manière. Tu vois, la manière de célébrer le journée de la femme. Ça, on a eu une lumière d'avance dans la manière de célébrer et un peu en avant, mais on a toujours beaucoup de choses à faire. On est dans un pays qui est divers, mais il y a beaucoup de gens, on se connaît pas vraiment. Le genre que on n'apprend pas de l'un de l'autre malgré la diversité. Si je prends par l'exemple de New York est très divers, mais il est aussi sectionné. Mhm. Comme il y a un quartier italien, il y a un quartier chinois, Harlem, c'est les Africains. Il y a des trucs comme ça. Malgré la diversité, c'est segregated. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu Ok, moi, je vous relance et puis on va discuter au fur et à mesure. ok. Ben, moi, pour ma part, je peux dire pour le mois de la femme. Au fait, je pense que d'abord, ici, comment on célèbre ça? D'abord, je pense qu'aujourd'hui, de ce qui est vrai, c'est que les femmes, le mois de la femme, elles s'attendent à recevoir des pagnes, que ce soit au boulot et tout ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a cette nécessité de pouvoir voilà, célébrer la femme parce qu'aujourd'hui, les femmes africaines, ce sont leur place est souvent pas beaucoup reconnue, dans le sens que il y a beaucoup de femmes qui font vivre des ménages à Kinshasa, en RDC, qui font vivre les papas, qui font vivre les enfants et tout, mais surtout par rapport à leur place et leur statut, elles doivent toujours un peu rester en arrière et tout ça. Donc, on ne célèbre pas assez, on ne mesure pas assez l'importance de la femme, surtout sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le rôle qu'elle a. Et la journée de la femme devrait en fait aller au-delà de, voilà, de distribuer les pagnes et tout ça, mais pouvoir vraiment faire une réflexion comment vraiment comment empower ou bien autonomiser ces femmes. Et que Mhm. certaines contraintes, que ce soit des velléités, ce soit des pesanteurs d'ordre culturel, qu'elles puissent un peu voilà, se, comment dire, diminuer pour laisser la femme éclore. Donc pour moi, je me dis que c'est une bonne chose déjà qu'on célèbre la journée de la femme. Par contre, on Mhm. devrait vraiment, que ce soit la femme et les hommes congolais, devraient avoir ce regard un peu plus profond de la place de la femme et du rôle qu'elle peut véritablement jouer pour l'économie et aussi pour, voilà, pour le pays. Donc c'est un peu Je, ça, ma je petite vais juste takeaway. ajouter à ça, c'est quand tu regardes vers l'histoire, la première femme qui a fait partie du gouvernement au Congo, c'était dans les années au temps de Mobutu et tout ça. C'était quand même pour des pays africains, et la plupart des pays africains, il y avait des femmes au gouvernement. Pour le Congo, par exemple, Mhm, c'est Madame Sophie Kanza. Mais quand mhm. on voit dans l'ensemble, à liste de mon point de vue, je pense que d'une part, on a avancé, une autre Mhm. part, on a reculé. Par exemple, C'est-à-dire, c'est-à-dire, par exemple, si on compare, par exemple, dans le monde de la politique, on a beaucoup de femmes qui sont dans la politique. Je vais essayer de ne pas citer les noms pour ne pas me get in trouble. Mais il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de bonnes choses dans la politique. Il y a beaucoup de mhm, femmes qui se sont battues pour le droit de la femme, pour la représentation.
la représentation comme au travail, même quand ce que tu viens de dire, l'économie congolaise tourne vraiment sur la femme congolaise. Mais ça, c'est une part. D'autre part, si on prend ce qui se passe à l'est du pays avec les viols, tu vois, où quand c'est pas médiatisé, il y a personne il y a pas l'attention qui est amenée à ça. C'est comme si la valeur de la femme, on place une valeur à la femme, mais est-ce que nous plaçons vraiment cette valeur-là sur la femme congolaise? Est-ce que la femme congolaise connaît ses droits? Vas-y, Sabine. Donc, c'est un... Oh, c'est Sabine qui parlait ou c'est Anouchka? Non, c'était Anouchka. Ah, Anouchka. Oui, mais oui, mais Sabine, elle peut toujours compléter. Hein, donc, moi, je pense que c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Comme tu l'as dit, oui, on dit ça, voilà, la femme est importante, tout ça. Mais quand on va à l'Est, on voit que, voilà, dans les actes, les agissements, cette importance-là ne ressort pas. Donc, il y a les femmes aussi. Après, ça dépend aussi. Hein. Moi, je crois qu'il y a ceux qui connaissent leurs droits. Il y a celles qui connaissent leurs droits et puis, mais qui ne veulent pas prendre ces rôles-là, qui préfèrent être à l'ombre, voilà, et tout, et être dans le rôle, voilà, les rôles secondaires. Et il y a ce genre de femmes qui veulent faire davantage, mais qui ne connaissent pas forcément leurs droits. Et évidemment, il y a des gens qui connaissent leurs droits et qui veulent faire davantage, mais qui peuvent aussi être butés par rapport à, voilà, ce qu'à l'époque, le docteur Mukwege, il avait donné un talk à l'université de Tokyo et j'avais pris part, il avait parlé de masculinité toxique. Donc, voilà, vous connaissez vos droits, vous avez envie d'avancer et tout, mais vous êtes dans une position, par exemple, où vous avez en face de vous des hommes voilà, qui vont considérer cela comme un affront à leur masculinité. Dans ce cas, vous ne pouvez pas faire grand-chose à moins qu'avoir des alliés. Donc, il y a beaucoup de situations qui peuvent voilà, se présenter en ce qui concerne tout ce qui tourne autour des droits de la femme. Je ne sais pas ce que Sabine en pense, par exemple. Oui. Sabine, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bon, exactement. Tout ce que vous avez dit, vous avez complètement raison. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un grand problème à Kinshasa, je dirais, en général, parce que je ne sais pas si les gens comprennent vraiment c'est quoi la Journée internationale de la femme. Je ne sais pas si les gens comprennent qu'est-ce qu'on est en train de célébrer avec cette journée. Les gens le prennent pour fête de la femme. D'autres le prennent pour fête des mères. Ils font des pannes, ils s'élèvent. C'est notre journée aujourd'hui, on ne va rien faire. On va préparer pour nous, tout ça, tout ça. On va mettre le maputa. Oui, c'est bien d'être content et tout, qu'on vous traite comme des reines. Mais au fait, c'est une journée où ça devrait même nous pousser à réfléchir, à faire un point. Nous, en tant que femmes congolaises, on en est où? Voilà. Par exemple, nous, c'est ce que nous on fait à la Bralima. Donc, c'est une journée où on invite les mamans. On montre quel achievement on a fait, qu'est-ce qu'on a accompli dans l'année par rapport aux femmes, quel nombre de femmes, le pourcentage qu'on a atteint à des postes de direction. Et on récompense les femmes qui se sont distinguées pendant l'année. Nous-mêmes, et ces femmes qu'on récompense, au fait, on a tout un comité de nous femmes et on décide de, voilà, par exemple, cette année, nous avons primé les mamans distributrices Bralima. C'est les mamans qui revendent nos boissons depuis plusieurs années et on les a mis à l'honneur lors de la célébration de la journée de la femme et on les a primées. Mais nous, on ne s'arrête pas que là. On fait aussi de la sensibilisation sur les problèmes que les femmes rencontrent au travail, comme le harcèlement, comme le sexisme. On remonte les points qui ne vont pas et qu'il faut qu'on essaie de balancer pour que la femme aussi se sente confortable dans son travail. Aujourd'hui, à la Bralima, nous avons des femmes déléguées commerciales. C'était pas possible avant.
C'était réservé Mhm. qu'aux hommes. Mhm. Aujourd'hui, moi, j'ai géré les bières masculines. Quand les gens voyaient que derrière la Turbo King, c'était une femme, tout le monde Mhm. s'étonnait. Turbo King, une bière Mhm. masculine, c'est toi qui la gères? Oui, c'est moi qui la gère. Mhm. Et c'est ce genre de tabou-là, aujourd'hui, nous, à la Bralima, on les a cassés. Vous arrivez à des postes où vous pensez que ça sera un homme, vous arrivez, c'est une femme que vous trouvez. Il faut au fait qu'on trouve vraiment ce moyen-là de sensibiliser et d'empower les femmes. Mais après, moi, j'ai aussi les femmes, il faut aussi que nous-mêmes, on soit conscientes, parce qu'aujourd'hui, c'est que je remarque de plus en plus, surtout à Kinshasa, le grand ennemi de la femme, c'est la femme. Exactement. On a un manque de solidarité entre nous, on est prêts à s'écraser les unes les autres pour réussir. C'est pas ça le mindset. C'est pas avec ce genre de mindset qu'on ira plus loin. Donc, à un moment, les hommes diront, je reprends le leadership parce que si je les laisse, elles vont passer tout le temps à tremper le Elles vont chignon. se Et qu'est-ce qu'on chamailler. fera? On va encore retourner en Un cadre arrière. de femme. Mhm. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Moi, je pense que c'est une journée où, à la RTNC ou même les autres chaînes, on devrait nous balancer des débats, des reportages sur ce qui a été. C'est une journée où il faut organiser des colloques pour conscientiser autour du thème qui est défini, parce que chaque année, il y a un thème. Mais nous, jusque-là, en Exactement. tout cas, en RDC, je pense que c'est un peu juste du divertissement. C'est une fête de la femme ou fête des mères. Voilà, on met les pagnes, on célèbre, on va, on mange, on danse, et c'est bon. Je Je pense que n'interdis pas de oh, fêter, mais mhm. j'interdis pas de fêter. Je ne dis pas que c'est mal de fêter, mais on devrait aussi se concentrer sur ce qui est essentiel et qui nous aidera à grandir et à aller plus loin. C'est ça. Pour ajouter à ça, je pense que, parce que quand il y a des réseaux des femmes entrepreneurs qui viennent chaque année, cette année, je ne sais pas si elles sont venues à cause du Covid, aux Nations Unies pour les formations. Mais je me dis, des fois, comme, comme tu l'as dit, il faut former nos femmes. Oui, en tant que femmes, nous sommes polyvalentes. On a des femmes qui sont dans le monde plus technique, dans le monde à la direction. Il y a d'autres, les mamans maraîchères. Il faut valoriser toutes les femmes et encourager la jeune fille. Parce que il y a quand même dans beaucoup de fléaux de la société comme il y a beaucoup de fléaux qui se passent dans notre société qui comme hurt la société. Je sais pas comment dire ça en français, qui causent du tort. Par exemple, il y a eu un reportage il y a quelques jours où une fille, une de 12 ans, qui s'est fait marier à un homme, à un grand-père. Des choses comme ça. On peut pas, il faut, comment dire, dénoncer. Il faut le dénoncer. Mais aussi, il faut éduquer la population, éduquer le grand-papa là que c'est pas correct. Tu ne peux pas, parce que le monsieur a violé ta petite fille, tu vas pas le faire épouser à son violeur. Ça, c'est contre le droit. N'est-ce pas, Luc, c'est pas quelque chose. C'est la torturer, Oui, c'est la torturer, oui, c'est la la livrer traumatiser. à son bourreau. Il y a beaucoup comme tu as dit, sensibilisation, comme Annie est en train d'écrire ici. Elle dit que nous avons un problème de sensibilisation. Parlons de Kinshasa. On en parle. Plusieurs femmes ne savent pas pourquoi est-ce que le jour de la femme existe. Elles ne savent pas qu'à l'origine, oui, il y a eu des femmes qui sont décédées pour que nous pouvons avoir nos droits. Je pense que tu vois ici, par exemple, cette année au Canada, nous avons, dans le site, j'ai oublié c'était quoi le thème pour cette année, mais ils ont mis toutes les femmes dans le secteur du gouvernement, dans le secteur, comment dire, de l'art et de la culture, toutes les femmes qui ont apporté un plus dans la société et au développement de la femme dans la société canadienne, par exemple. Il y a une dame que moi, j'admire beaucoup, Jean Augustine. C'était la première femme noire au Parlement canadien. Et elle a instauré le mois de l'histoire de femmes. Elle est vraiment, comment dire,
active à la représentation de la femme noire, à comment dire, elle se donne pour la autonomisation de la femme, élever la femme noire et tout ça. Ça pour moi, c'est mon rêve pour le Congo. Tu vois, en tant que femme, nous tenons la main comme ça pour comment dire, se valoriser nous-mêmes et avancer notre société. Quand tu vois, par exemple, des headlines que le Congo, c'est la capitale mondiale du viol. Pour moi, c'est révoltant parce que nos papas ou nos dirigeants, quand on a mis pour nous guider, sometimes they don't do ils font rien pour changer cela. C'est pas adressé, la femme congolaise, c'est pas toutes les femmes congolaises qui connaissent ce que c'est qu'un viol. Exactement. Et le viol, je dirais même plus, fait partie même des violences conjugales. Il y a plusieurs types de violences. Dans le viol, nous, cette année, on a vraiment martelé dessus. Le viol, il est à tous les niveaux. C'est pas que les inconnus qui violent, mais les femmes, ici, elles connaissent pas leurs droits. Elles acceptent. Elle dira rien. Parce que c'est mon mari, parce que mon mari avait besoin de moi. C'est normal, je suis mariée. Elle accepte, elle se tait. Non, on te dit pas forcément d'aller à la police, mais parle, dis-lui qu'il n'a pas le droit de faire ça. S'il recommence, tu appelles la police. Tu as le droit, tu es une personne. On ne doit pas te violenter. Les femmes, elles acceptent facilement en RDC d'être violentées. Et elles le prennent normal. Et ça, c'est un manque d'information. Si elle sait que non, ça, on ne fait pas, c'est pas bien. Là, elle pourra commencer à parler, mais c'est un sujet tellement tabou. Personne n'en parle. C'est tabou. Même toutes les grandes dames qu'on a au pouvoir, tout ça, personne ne fait une action de sensibilisation dans ce sens. La journée, elle s'arrête au port de Maputa dans la rue. C'est tout. C'est triste. Et je voulais demander à Nushka d'ajouter un peu. Tu as dit quand tu étais au Japon, tu as écouté Dr Mukwege, il parlait de la masculinité toxique. C'est ça, hein, en français? Oui. Toxic masculinity. Je viens de voir une dame nigérienne qui a fait un talk. Elle parlait que Chimamanda? Oui, Chimamanda. Pour la journée de la femme, il faut aussi, pour l'éducation de la femme, pour l'autonomisation de la femme, pour tout ce qui est lié à l'épanouissement de la femme africaine, la femme congolaise, nous devons aussi travailler à éduquer nos garçons. Est-ce que tu peux expand a little more? Bon, oui, après, ça dépend vraiment de plusieurs axes. Tu sais, aujourd'hui, les femmes ne sont plus tellement dans les rôles traditionnels qu'elles tenaient avant. Aujourd'hui, il y a des femmes comme Lisa, il y a des femmes comme, voilà, comme Sabine et tout, des gens, et c'est ce que je crois l'une d'entre vous avait évoqué. On n'est plus dans les rôles sociaux. La société n'est plus binaire. La femme, c'est pas seulement la femme qui aime le rose, c'est la femme qui est dans des positions qui veut rester dans la cuisine, qui veut faire des choses. Aujourd'hui, il ne faut pas justement se faire des associations de ce genre. Et les femmes ont évolué, les femmes veulent faire des choses qui dépassent les rôles traditionnels qu'elles tiennent, mais on a l'impression que les hommes n'ont pas fait le même bond, dans le sens, en fait, c'est juste une perception, dans le sens que voilà, il faudra aujourd'hui que les hommes aussi puissent être sensibilisés à pouvoir comprendre que voilà, les femmes évoluent et que nous aussi, nos mentalités doivent évoluer en même temps, donc de ne pas enfermer les femmes dans ces rôles traditionnels, parce qu'aujourd'hui, visiblement, il y a eu beaucoup de mutations au niveau de la société, des mutations économiques, des mutations politiques, des mutations sociales, qui demandent à ce que voilà, les femmes ne sont plus dans les champs, elles doivent prendre des rôles. Et aujourd'hui, on a l'impression que voilà, quand une femme, elle prend ce genre de rôle, comme Lisa a dit que non, mais c'est réservé à l'homme. Non, pourquoi une femme ne prendrait pas une bière masculine? Pourquoi c'est réservé à l'homme? Pourquoi faire ces limites-là?
Et donc, du coup, il faut qu'il y ait aussi quelque part un travail aussi au niveau des hommes, que voilà, de pouvoir évoluer en même temps que la société a évolué. C'est vrai qu'on reste toujours, voilà, on est en mode culture et tout ça, mais qu'on ne doit pas, un homme ne devrait pas faire voilà, par exemple, des gens de remarques que non, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes, et tout ça, parce que c'est tant de mettre beaucoup de limites au niveau mental, et en fait, les hommes aussi, nous aussi, et puis après, c'est pas comme on dit, aujourd'hui, Sabine, elle a aussi évoqué que voilà, les femmes aujourd'hui, on se fait la guerre entre nous, on se tire les cheveux comme on fait et tout ça. Mais par exemple, je donne un exemple, on donnait un exemple à l'époque, une maman qui a son enfant, les deux enfants doivent faire les devoirs, l'autre qui va demander, ah non, toi tu es une femme, tu dois faire la cuisine, tu dois faire ceci et ça, et l'homme, il doit voilà, faire ceci. Donc déjà, que ce soit par l'éducation, nos mamans, on doit apprendre déjà à commencer à éduquer les hommes et les femmes de la même manière, ne pas mettre des limites dans la tête des gens. Et donc ce travail-là, il ne s'arrête pas seulement voilà, à ce genre de situation que je viens d'évoquer. En fait, il concerne beaucoup de choses, même dans le milieu du travail. Une femme qui est compétitive, qui veut atteindre ses targets, qui a une énergie un peu, voilà, qui veut compétir et tout, on dirait qu'elle a une énergie masculine et ce serait un peu perçu de manière péjorative. Donc, ça veut dire qu'il est important qu'aujourd'hui aussi que les hommes s'éduquent, comprennent que voilà, on ne peut pas toujours enfermer les femmes dans des rôles traditionnels et qu'ils doivent avoir cette perspective un peu plus large de la femme. Donc il y a tout ça aussi qui entre en compte, quoi. Je ne sais pas ce que Sabine a comme takeaway par rapport à ça, mais sûrement qu'elle a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, par rapport à l'éducation des femmes et l'éducation des hommes aussi par rapport à ces questions qui concernent les femmes. Sabine? Oui, désolée. Oui, donc, oui, tu as totalement raison. Donc, il faut absolument nous, parents, qu'on éduque nos fils, qu'on éduque nos maris par rapport à tout ce qui concerne les femmes, parce que c'est les premiers acteurs. C'est les premiers acteurs, c'est eux qui seront là au front, ils vont être confrontés à certaines situations et il faudrait qu'ils réagissent de la bonne façon. Moi, quand je vois un jeune réagir comme les vieux, ceux de l'époque passée, ça m'étonne parce que normalement, notre génération ne devrait pas avoir ce problème. Notre génération ne devrait pas avoir ce problème. On a quand même été au contact d'autres cultures. On a vu comment ça se passe ailleurs. On a accès à des informations que n'avaient pas accès certains de nos parents. On a vu comment certaines de nos mères ont été traitées, relayées à la cuisine, pas travailler, tout ça. On ne devrait normalement pas reproduire le même schéma. Mais on rencontre encore des jeunes qui disent « Ah non, moi, ma femme, non, elle fait pas ça. Toi, tu travailles comme ça, là et tout, à la Bralima, à vendre des boissons, tout ça. Moi, si c'était ma femme, c'est pas possible d'aller dans les événements, dans les concerts, tout ça. Non. Pour mon mari, je fais un travail normal. Et quand il a le temps, il m'accompagne. » Mais il y a même des jeunes qui ont encore ce genre de préjugés et de blocages. Donc, il y a ce travail d'éducation-là, elle doit être continuelle. À la Bralima, elle doit être continuelle. À la Bralima, par exemple, nous, le jour de la fête de la femme, on invite aussi les hommes. Tout à fait. Il y a des hommes qu'on invite. On parle, par exemple, là, cette fois-ci, on a parlé du problème de la prostate qu'ont les hommes et toutes les idées qu'il y a derrière. D'autres diront, oui, il fait le problème de la prostate parce que il ne couche pas assez avec sa femme. Mais ça n'a rien à voir. On a expliqué la prostate, c'est quoi, ça se soigne comment, pour que tout le monde sache. On a expliqué le cancer de sein, parce que le cancer de sein ne concerne pas que les femmes. Il y a aussi des hommes qui font le cancer de sein. Et on prend ce genre de sujets qui sont un peu tabous, même dans les couples ou dans les entreprises, on les met et on en discute avec les spécialistes qui sont là.
Je vais Donc, juste pour nous, ajouter c'est, ah, go ahead. Mhm. oui, donc pour nous, c'est une façon de, voilà, de un peu divulguer l'information, de sensibiliser, que chacun prenne conscience de ses droits et qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Voilà. Oui. Je vais juste Ouais, lire ce que Nadine a écrit. Elle a dit le 8 mars en Ouganda, c'est la célébration des femmes fortes de l'Ouganda. Ça, c'est selon leur histoire. Elle a aussi écrit le Congo doit se concentrer sur l'engagement des hommes dans le processus de l'émancipation de la femme et le droit des femmes. Il y a des ONG à l'Est du pays qui le font déjà et ça marche. Je pense que ça devait être global au Congo, que je pense que c'est l'émancipation d'une personne, homme ou femme. On ne peut pas juste mettre tout le poids sur un genre. Donc tout à fait. la prospérité, l'évolution d'une société dépend des deux genres. Des fois, moi, j'ai Tout à l'impression, fait. des fois, c'est comme un peu abandonné. Et des fois, comme, il y a cette sensation de disconnect. On dit peut-être c'est les histoires de femmes et des choses comme ça. Ça, c'est pas, par exemple, les points que Sabine a soulevés. C'est pas dit que oui, le Canada, les États-Unis, ils ont une lueur d'avance, mais c'est pas dit que dans ce secteur-là, ils sont mieux que nous non plus. Il y a toujours Tout des, à fait. il y a des hommes qui ont des préjugés. Moi, je travaille dans la construction. Il y a des hommes qui veulent pas t'écouter parce que juste tu es une femme. Ils s'en foutent que tu es qualifiée. Ils veulent pas juste Tout t'écouter à parce que fait. des fois c'est ridicule. Quand tu penses à ça, c'est vraiment, on a fait un grand pas, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'aime vraiment ce que Sabine a dit, les parents, l'éducation de base. Quand on Mm. inculque dès le bas âge le respect, les valeurs humaines, quand ils grandissent, ils vont pas, ils vont pas s'en, how you say, depart from it. Je sais pas comment on dit ça. Se détourner de ça. Ouais. Oui, oui, merci. Se détourner de ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça, c'est pour ça d'ailleurs, moi je voulais vraiment on parle de notre parcours, mais aussi de profiter, parce que c'est le mois de la femme, de parler à nos sœurs congolaises. À nos sœurs congolaises qui vont peut-être regarder ce live après. Je voulais vous demander quel conseil vous auriez à dire à la société congolaise. Nous remercions la Bralima, ils font déjà des sensibilisations et tous les ONG qui sont à l'Est, comme Nadine dit, qui font déjà la sensibilisation. Nous reconnaissons qu'il y a plus à faire, il y a beaucoup plus à faire. Quel conseil vous donnerez à nos femmes congolaises, nos leaders dans le sens qu'ils font des décisions de policy, les politiciens, nos mamans qui font tourner l'économie. Et je pense qu'Anouchka a eu un appel. Et aussi pour le reste de la femme congolaise. Je vais juste lire ce que Nadia a dit. Elle dit, mais le problème de l'émancipation de la femme échoue parce que les hommes ne les prennent pas sérieux. Il faut les inclure et les emmener dans notre corps. Exactly. En attendant que Anouchka finisse son appel, Sabine, c'est quel conseil? Elle est là. C'était rapide. Quel conseil peut-on donner à nos sœurs africaines, nos dirigeantes congolaises et nos sœurs congolaises en ce qui concerne nos droits en tant que femmes congolaises? Sabine commence. Sabine commence. Ou c'est moi qui Oui, commence? je vais commencer. Je vais commencer. Désolée, il y a un peu beaucoup de bruit autour de moi. Donc, moi, le conseil que je donnerais aux dames leaders, je sais qu'elles sont à beaucoup, elles sont nombreuses. Comment dire, montrer l'exemple. Je dirais montrer l'exemple. Ça serait ça mon grand message. Parce que si elles prennent le lead, je sais qu'on a un ministère de la femme, ça existe, un peu un ministère qui s'occupe de l'émancipation de la femme,
des droits de la femme, de l'enfant et même de la jeunesse. Si elles, toutes les mamans du gouvernement, toutes nos mamans du Sénat se levaient pour montrer l'exemple, d'organiser des sensibilisations pendant tout le mois de mars, d'organiser peut-être des dépistages de cancer de sein gratuits, des formations ou autres. Pendant tout le mars, faites des activités qui vont vraiment aider la femme. Aujourd'hui, si on fait le bilan du mois de mars, où on est censé parler à nos sœurs, quand elles font rien. Elles n'ont rien fait. Elles sont trop individualistes. Pensez à ces femmes-là, les mères de la nation, c'est elles qui portent le futur de la nation. C'est leurs enfants qui seront là pour prendre la relève du Congo. Arrêtons de les laisser perdus parce que c'est tout un avenir que vous sacrifiez. Prenez vos responsabilités. L'idée par l'exemple. Cette charge ne doit pas être juste réservée aux grandes entreprises privées parce qu'elles ont dans leur roadmap l'inclusion and diversity et elles doivent faire tout pour que tout le monde soit au même niveau et que les femmes qui travaillent pour eux se sentent bien dans leur milieu de travail. On ne doit pas leur laisser toute cette charge. L'État congolais fait quoi? Les femmes du gouvernement fait quoi? Donc, c'est vraiment un appel. Je sais que la première dame fait des initiatives, mais dans la sensibilisation, elle n'est pas présente. Je suis désolée. Je vais Donc, laisser à toutes les mamans, l'idée par l'exemple. On a besoin de vous montrer l'exemple aux femmes et qu'il y ait un réel woman empowerment au Congo. Voilà. Anouchka? Bon, tu sais, moi, je suis pas bien placée pour donner des conseils et tout, mais je peux faire un appel ou bien un appel, un cri de détresse. C'est une façon de parler. Je peux dire que on a évidemment la société, les hommes sont très dominants dans notre société et tout. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin d'eux comme alliés et tout. Mais moi, j'appelle aux hommes de pouvoir regarder, de pouvoir un peu think out of the box, ne pas regarder les femmes dans les rôles traditionnels qui connaissent depuis plusieurs années et tout ça. C'est pas toutes les femmes qui veulent faire les foufous à 4 heures du matin quand le mari revient et tout. Il y a des femmes aussi qui veulent faire autre chose. Il y a des femmes qui veulent aller dans des rôles plus dominants, prendre des rôles de dirigeants et tout. Et donc, ça passe un peu par travail main à main et qui doivent penser d'abord à leurs filles. Si vous voulez que vos filles soient juste dans ces rôles-là et tout, traditionnels, avec une place où on ne la reconnaît pas beaucoup, sa valeur dans la société, ben, je pense que un parent qui a sa fille veut le meilleur pour elle. Donc, du coup, il y a ce besoin-là de pouvoir travailler main dans la main avec les hommes congolais pour que, il y ait véritable sensibilisation, pas seulement au niveau des femmes, parce que ce qui est vrai, c'est que les femmes ne pourront pas faire ça seules. Ensuite, pour toutes ces femmes qui sentent le besoin de faire quelque chose dans leur vie, en fait, il faut y aller, quoi, dans le sens que on a beaucoup d'options. Les options ne sont pas seulement celles qui s'offrent à nous et que la société nous a montrées, mais il y a beaucoup de choses encore qui peuvent être faites au-delà des rôles ou bien des rôles qu'on connaît déjà. Donc, quitte à nous aussi, les femmes, parce que les hommes pourront faire les lois, adopter ce genre de choses, mais si vous ne voulez pas prendre ce rôle-là, ben, ça ne va pas, cette autonomisation dont on recherche ne va pas se réaliser. Donc, c'est aux deux, au fait, de faire quelque chose pour qu'il y ait véritable empowerment of women. Donc, that would be my main key takeaway for that. Je vois pas trop. Juste pour ajouter,
I like ce que tu as dit à la fin. Pour moi, le bon advocate, je sais pas, celui qui se bat pour le droit, il n'y a pas meilleure personne qui peut se battre pour ce que tu as besoin que toi-même. Oui, les hommes doivent être nos alliés parce que nous vivons dans une société où nous coexistons. Mais en tant que femmes aussi, nous devons connaître nos valeurs. Nous devons, les femmes, nous devons, comment dire, et nous devons nous battre pour ce qui nous revient. Par exemple, comment dire, pour female mutilation, tu vois, comme la circoncision féminine. L'excision. L'excision, thank you. Tu vois, un homme peut-être ne sera pas aussi touché qu'une femme sera, parce qu'on sait ce que ça fait, on connaît les conséquences et tout ça, et ça nous touche directement. Tu vois, comme vous avez fait appel, j'ai vraiment aimé comme vous avez fait appel aux nos mamans dirigeants. Je pense que si nous voulons un Congo meilleur, un Congo qui va de l'avant, comme les autres pays autour de nous, qui promouvoient des bonnes valeurs, qui promouvoient la jeunesse, on doit aussi s'investir. On doit s'investir à l'éducation. Il y a comme Annie est en train d'écrire. Dans le temps où moi j'étais à l'école, il y avait le cours de civisme. D'ailleurs, le cours de civisme qui était très important, ça nous apprenait le droit de la société congolaise, ça nous apprenait comment vivre dans la société, que maintenant je pense que ça n'existe même plus. Tu vois, les trucs de base comme ça, comment, des fois c'est sans la sensibilisation, sans l'information, c'est difficile pour une jeune fille congolaise de connaître ses droits. Mais nous sommes aussi à la portée, d'une autre part, nous sommes à la portée de beaucoup d'informations avec l'Internet et tout. Mais je pense que si nos mamans dirigeantes, nos mamans dirigeantes, nos mamans politiciennes, les mamans qui sont chargées au Sénat, qui sont chargées de voter les lois, peuvent faire des sensibilisations pour, comment dire, montrer à la femme congolaise quelle est sa valeur. Je pense que le Congo va aller de l'avant and more and more. So, juste pour dire que je vous remercie pour votre disponibilité. J'ai vu à quelqu'un qui m'a envoyé un message sur une chaîne YouTube. On en a, mais on n'utilise pas. Peut-être qu'après, mais on n'utilise pas vraiment à ce moment. Mais je veux vous remercier, vous deux, Anouchka et Sabine. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci pour vos conseils pour le mois de la femme. Je remercie tout le monde qui a participé dans le live. Je remercie Annie et Nadine pour vos questions et vos commentaires. Thank you very much pour la participation. Tu sais des choses sur le réseau social, hein? So, thank you for participating. Merci. Merci beaucoup, Lisa, de m'avoir. Merci. C'était un plaisir de faire ce live avec toi. J'espère qu'on aura l'opportunité d'en faire davantage. Oui. Le but, pour ceux qui ne connaissent pas le Wanawake, le but de Wanawake, c'est vraiment inspirer les femmes à inspirer d'autres femmes. On veut créer un réseau où s'il y a une femme qui a un problème, qui a besoin de conseils, même si vous ne faites pas partie de notre réseau, merci Ladi, merci, vous n'êtes pas partie de notre réseau, nous voulons que vous sachiez qu'il y a une femme qui vous ressemble, qui est là pour vous. C'est vraiment ça. Je pense que même, donc, globalement, même pas à travers Wanawake, qu'il doit avoir ce genre de mentorat, ce genre de partenariat avec nos mamans et nous. You know, partenariat sans préjugés. So, I thank you very much. Merci d'être joint à nous. Le live sera posté. Merci, le live sera posté. On va repartager pour ceux qui veulent suivre après. Thank you. Merci. Et bonne Merci. Bye Merci bye. à tous. Bye bye. Bye bye. Au revoir Sabine, au revoir Lisa. Au revoir. Au revoir. Anouchka.